Bonjour, aujourd'hui Louis XIII. Il semblait né pour gouverner et pour commander aux autres. Nicolas Vauquelin des Yvetot, précepteur de Louis XIII. « 2000 ans d'histoire. Devenu roi à 9 ans, le jour de l'assassinat de son père Henri IV, pendant 33 ans, Louis XIII a profondément marqué l'histoire de France. Il semblait être né pour gouverner et pour commander aux autres, disait son précepteur, et pourtant on ne retient aujourd'hui de Louis XIII que le souvenir d'un roi faible, inconsistant, timide, au physique ingrat, à la santé fragile, et préférant la chasse à l'exercice du pouvoir qu'il a laissé entre les mains de Richelieu. Si bien que tout ce que le règne de Louis XIII a laissé de positif a été attribué à son ministre. Il était le flambeau, écrivait Victor Hugo, le roi n'était que la lanterne. Depuis 350 ans, les historiens comme Michelet, des romanciers comme Alexandre Dumas, et même le cinéma disent la même chose, que Louis XIII n'aurait été qu'un jouet entre les mains de Richelieu. Le cardinal est un ministre remarquable, Tréville. Seulement, il a tendance à se prendre quelquefois pour le roi. Son éminence, le cardinal duc de Richelieu. Sire, je viens vous demander justice. Justice. Mais c'est vous qui la faites, monsieur le cardinal. Comme tout le reste, d'ailleurs. Sire, ma garde, qui est également et d'abord celle de votre majesté, a perdu ce matin 5 de ses meilleurs hommes. Diantre. Une épidémie? Oui, sire, une épidémie qui s'appelle les mousquetaires. Combien était-il donc? 3. Et il en reste? 4. Ah, étrange résultat, en effet, qui dépasse de loin mes notions de calcul. Jean-Christian Petit-Fils, bonjour. Bonjour. Alors on sait que les 3 mousquetaires en principe étaient au service du roi, mais en l'occurrence ils l'ont beaucoup desservi, comme beaucoup d'historiens, comme des romanciers, comme Dumas justement, en accréditant l'idée au fond que Louis XIII ne gouvernait pas, il régnait mais ne gouvernait pas, et que c'était Richelieu qui exerçait le pouvoir. Une idée fausse, dites-vous, dans votre biographie passionnante de Louis XIII qui vient de sortir chez Perrin. Non seulement Louis XIII a régné, mais il a été un grand roi. Idée, oui, totalement fausse. C'est un grand roi, même un très grand roi. Au fond, il y a deux très grands rois au XVIIe en France. Il y a le Louis XIV, bien entendu, et puis il y a Louis XIII. Un homme qui est marqué par l'épreuve, par la souffrance, mais qui est toujours debout. Il y a quelque chose de très cornélien, tragique dans sa destinée, mais il y a une stoïque grandeur. Il est ferme, il est solide, il est autoritaire. On n'imagine pas. Quand évidemment on lit Les Trois Mousquetaires, on voit ce prince mélancolique, n'aimant que la chasse, roi fainéant en quelque sorte sous un tyran. Et les choses sont totalement différentes quand on regarde au fond. Peut-être a-t-il eu la malchance, c'est ce que vous dites en tout cas Jean-Christian Petit-Fils, d'être le fils d'un très grand roi, Henri IV, et le père d'un autre très grand roi, Louis XIV. Il était coincé entre les deux et du coup son règne a paru un peu terne. Coincé entre les deux, et en plus avec un ministre éblouissant. Oui. Alors donc, vous l'avez dit, c'est un règne et c'est une personne marquée par les épreuves. D'ailleurs, dès qu'il devient roi, il devient roi en assistant pratiquement à l'assassinat de son père, ce qui l'a évidemment très éprouvé. Exactement, il a 9 ans, c'est un drame, une tragédie pour lui. Il adore ce père, qui est un père aussi autoritaire, qui il n'hésite pas à lui donner le fouet quand c'est nécessaire, mais qui l'éduque, qui le forme à devenir roi. Il a une adoration pour ce père. En revanche, il n'aime pas tellement sa mère, et c'est sa mère qui va devenir régente. Ouais. Cette mère qui va préférer constamment le dernier enfant, Gaston d'Orléans, et il en souffrira énormément. Oui, le frère cadet de cette Louis mère, XIII.
Voilà, Gaston d'Orléans, cette mère envahissante qui ne songe qu'à garder le pouvoir, non pas pour gouverner, mais simplement pour les apparats, pour la vanité que représente le fait d'être à la tête de l'État, qui va longtemps reléguer le jeune adolescent dans les jeux puérils, le rejetant par exemple d'une réunion en séance du Conseil du roi. Marie de Médicis, dont vous rappelez aussi d'ailleurs que elle, comme elle n'était pas très extrêmement compétente, eh bien, elle avait fait venir d'Italie, enfin en tout cas elle avait confié, couvert d'honneur des favoris qui étaient venus avec elle d'Italie, et notamment Concini, qui véritablement, au début de la régence de Marie de Médicis, après la mort d'Henri IV, eh bien, gouvernait un peu la France et méprisait ce jeune roi. Ah oui, il gouvernait la France. Alors, les rapports c'est compliqué. Marie de Médicis a une amie d'enfance qui est Leonora Galigai, qui va épouser en arrivant en France Concini, qui va être fait maréchal d'Ancre. Et le maréchal d'Ancre va gouverner par l'intermédiaire de cet ami de cœur de Marie de Médicis. Les rapports sont un peu complexes. Il reste qu'il joue le rôle d'un favori vis-à-vis des grands, vis-à-vis des institutions. Et il est évidemment en position instable et dangereuse pour tout le monde. Jusqu'au 24 avril 1617. Les ordres sont formels. Et qui donne ces ordres? Le maréchal d'Ancre. Le favori de la reine-mère, Concino Concini. Lui seul peut décider, il est Premier ministre. Mais Concini est un courtisan, il ne fera rien pour nous. Alors j'irai trouver le roi. Notre roi est bien jeune. Il vient d'avoir 15 ans. Le Parlement l'a déclaré majeur. Et la régence de la reine-mère a pris fin. C'est lui, et lui seul, qui devrait décider. Je suis heureux de vous revoir, monsieur. Les visages amis sont tellement rares au Louvre. J'espère me montrer digne de l'honneur que me fait votre majesté. Bien que je sois le roi, il m'a été difficile jusqu'ici d'imposer toujours la justice. J'ai si peu d'amis. La politique de Concini était de nous diviser, mais cette époque est révolue. Ce matin, sur mon ordre, Concini a été exécuté par monsieur de Vitry. Sire, malgré votre jeunesse, vous venez de prouver que vous êtes un grand roi. Messieurs, Concini est mort. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Et c'était le 24 avril 1617, l'élimination de Concini, assassiné sur ordre de Louis XIII, au fond, le véritable début de son règne, Jean-Christian Petit-Fils. Oui, alors... Là, il affirme son autorité, et brutalement en plus. Voilà, brutalement, mais pas tout à fait assassiné. En ce sens que le roi était très soucieux de la justice et ne voulait pas le faire tuer sommairement. Simplement, il avait donné des instructions pour l'arrêter. Mais il se trouve que Concini était un personnage fastueux qui se promenait entouré d'une soixantaine de gentilshommes armés jusqu'aux dents, qui le protégeaient, bien entendu. Et Vitry, qui a reçu mission d'arrêter Concini de la part du roi. C'est une sorte de conspiration qui se noue, bien sûr, à l'insu de Marie de Médicis et à l'insu du petit groupe des Italiens qui entourent la reine. Eh bien, le roi donc a donné l'ordre d'arrestation et non pas de le tuer. Mais Vitry pose la question, sire, s'il résiste, qu'est-ce que je fais? Et le roi se tait. Est-ce que je le tue? Et à nouveau, le roi se tait. C'est-à-dire que c'est un consentement implicite. Tacite, oui. Mais et naturellement, Vitry va en profiter. Concini va esquisser un geste en direction de son épée et immédiatement 5 ou 6 pistolets surgissent des capes et va être massacré de la sorte sur le pont dormant du Louvre. Et sa femme, d'ailleurs, va subir presque le même sort. Elle va être condamnée pour sorcellerie, brûlée vive. La mère de Louis XIII, qui, bien entendu, soutenait Concini, va elle-même partir dans un premier exil à Blois. Il fait preuve d'une extraordinaire fermeté et là d'autorité. Et ça, bien avant de connaître, ou en tout cas d'employer Richelieu, Jean-Christian Petit-Fils. Il a 15 ans. Hein. Il a 15 ans. Il a une passion, il a un amour-passion. C'est la France, c'est son royaume. Et il fait tout passer avant, y compris l'amour maternel, y compris la relation conjugale, qu'il aura des difficultés avec la reine. Il faut dire quand même que les relations avec sa mère sont très difficiles, que cette mère est une mère impossible, presque une mère indigne. Son comportement est tout à fait anormal pour une mère. Et il y a eu 2 guerres, en effet, entre la mère et le fils. On parle des guerres de la mère et du fils, avec une déroute des troupes, bien sûr, de Marie de Médicis. Et puis Marie de Médicis qui va revenir en grâce
par l'intermédiaire d'un homme d'ailleurs qu'elle avait introduit au pouvoir et qui était Richelieu. Alors Richelieu revient en même temps qu'elle au pouvoir, va devenir à ce moment-là, en 1624, le principal ministre, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre de Louis XIII, et il allait le rester jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Richelieu, en 1642. C'est-à-dire pendant 18 ans, les deux hommes vont gouverner ensemble. Qu'est-ce qui les rapprochait, Jean-Christian Petit-Fils, et quels étaient les rapports qui existaient entre eux? Alors, ce qui les rapproche, c'est, je pense, la même conception du pouvoir, la même idée de la France, la même nécessité pour la France de subsister face à la maison d'Autriche, qui, en effet, semblait menaçante. D'un côté, les Habsbourg, d'un côté, l'Espagne de Philippe III, de l'autre, l'empereur d'Autriche, enfin l'empereur du Saint-Empire germanique. La France est toujours dans cette fameuse tenaille de Charles Quint, menacée soit d'être dépecée, soit d'être satellisée. Et puis à l'intérieur aussi un sens aigu de l'État, de l'autorité du roi qui était contestée, comme il est toujours en période de régence, mais maintenant c'est fini la régence, mais véritablement la volonté de s'affirmer face aux nobles, vous le rappelez, Jean-Christian Petit-Fils par exemple, Richelieu interdisant les duels, ou encore face aux protestants qui, dans leur place forte accordée par Henri IV, que ce soit La Rochelle, Ré, Oléron, menaçaient, constituaient, selon Richelieu, un corps séparé de l'État.